ensemble. Je pense qu'on a tous été déconnectés. Oui. Donc je vais relancer Connecté. la présentation. Désolé. Hein, c'est les aléas. Hein. Ah ben oui, Hein. les aléas du numérique. Bah ouais, C'est mais je ça. trouve que ça serait mieux, quoi. Oui, évidemment. Donc attendez, hein, je suis en train de changer la présentation. Sympa cette petite coupure. Voilà, c'est pas grave, on y arrive quand même. Ici, on relance. Donc pour Voilà. reprendre, alors je vais reprendre, non, plus tard. Mince, excusez-moi. Est-ce que La tu caméra. s'il y a des questions, Nicolas? Oui, on peut en attendant, hein, si vous Voilà, voulez. il est 16h30. Peut-être que vous pouvez demander. Alors juste pour poursuivre rapidement ce que disait Sabrina par rapport à ça, tant que j'y suis là, tant que ça fonctionne. Donc nous un petit peu, on a démarré pareil en fait. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence, c'est que on existe depuis 2008. Qu'au départ, l'espace numérique a été créé dans un collège là où j'enseignais en fait. On a tout de suite voulu aller vers les personnes, donc on a mis en place un bus avec une connexion satellitaire parce qu'on était en zone blanche pour aller donner des cours. Des formations vraiment plutôt, on va dire, pour les aînés hein, dans les campagnes. Et rapidement, il y a eu des besoins au niveau du collège sur les décrocheurs. Moi, c'était vraiment un volet important. Et comme dit Sabrina, en fait, dans ce qui nous rejoint, c'est le pouvoir d'agir. En fait, le numérique comme action. Action, c'est-à-dire que la personne qui est va créer des choses. Donc nous, pareil, comme pour Sabrina, c'est la vidéo qui a fait que on a utilisé l'outil vidéo comme média de créativité. Quel est l'intérêt de la vidéo? C'est que ça permet d'aller vers les autres, de travailler un projet commun, celui qui filme, celui qui va interviewer, celui qui va questionner. Donc on a beaucoup de compétences qui sont mises en jeu, qui sont des compétences scolaires, mais c'est une stratégie de contournement. C'est-à-dire que le jeune qui va être dans le projet, il va pas se rendre compte qu'en fait il a des tâches complexes et qui va être en réussite. Et par rapport à ça ensuite, derrière, on va jouer la phase de c'est bien beau d'avoir tous ces rushs, toutes ces infos, maintenant il faut les publier. Et donc après la deuxième phase ça a été publier, mettre en valeur et mettre en valeur pas faire des vidéos sur rien du tout, faire des vidéos intéressantes pour le territoire. Et donc à partir de là, on a créé, puis on s'est rendu compte que il y avait besoin aussi d'un autre mode de créativité qui était la fabrication numérique. Donc pareil, on a mis un Fab Lab mobile hein, qui se rendait, c'est-à-dire notre bus, il a servi aussi de Fab Lab mobile. On a mis en place aussi un système qui s'appelle le Family Bus avec plusieurs associations pour aller, c'est tous les mercredis sur une commune pour aller apporter à la fois le café, hein, avec il y a une caravane qui va où c'est vraiment la causerie ambulante où les gens vont venir pour parler, pour raconter un petit peu leur vie, pour on va pouvoir faire de la captation aussi sur la mémoire vivante du territoire. Il y a un autre lieu ou un autre espace où ça va être plutôt pour communiquer sur les associations locales, etc. Donc et on s'est dit pourquoi pas notre propre lieu. Donc on s'est dit on va créer, on va voir comment créer à plusieurs plusieurs tiers-lieux parce que nous on est sur un territoire large, hein, Sud-Charente, il y a deux communautés de communes, c'est très éclaté. Donc on a mis en place, on a réfléchi, quand je dis on, c'est à plusieurs, hein, deux tiers-lieux, dont un qu'on ne gère même pas, c'est-à-dire que je suis même pas les salariés d'Espace Numérique ne sont pas facilitateurs de ce tiers-lieu. On est parti pour les facilitateurs. Parce que c'est une partie qu'on a oublié de dire, mais ce qui est important, c'est quand même l'animation de ces tiers-lieux. Vous ne pouvez pas avoir un tiers-lieu si derrière, il n'y a pas une personne qui le porte, qui le met en avant. Mais là, on va être sur la deuxième partie, hein, c'est-à-dire les différents modes d'action sur le territoire. C'est-à-dire que ça ne peut pas être ex nihilo, c'est vraiment, ça doit être porté par le territoire, avec le territoire. Et pas quelque chose qui viendrait se mettre comme une couche venant de nulle part. Et autre chose importante, parce qu'il faut faire attention quand on construit son projet, il faut oublier personne. C'est-à-dire que quand vous mettez en place votre tiers-lieu, il y a déjà des choses existantes. Tout à l'heure, hein, je me suis peut-être mal exprimé sur la MSAP. Nous, on a travaillé bien sûr avec la MSAP et qui sont maintenant des espaces France Service, donc des lieux d'accueil qui vont aider les personnes, par exemple, pour accéder. Il peut y avoir des permanences CAF, des permanences aussi de l'assurance maladie. Il peut y avoir
L'idée, c'est plutôt que quand ces personnes-là ont des envies de formation ou ont besoin d'un accompagnement particulier, bah, ils vont plutôt venir dans notre tiers-lieu. Et il y a vraiment un lien entre eux. Hein. C'est pas un schéma de concurrence, bien au contraire. Voilà, ça c'était important à dire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je suis d'accord avec Sabrina par rapport à là où on en est au stade? Est-ce que vous voulez vous pouvez intervenir peut-être Julien, c'est toi qui fait passer la parole? Comment on fait? Non, je pense que les gens peuvent ouvrir leur micro et le Ouais. faire de manière assez naturelle, ouais, parce que moi, je vois pas qui c'est qui a envie de parler. Là, par exemple, je vois, y a Yves qui pose la question, quel est le budget pour un bus Fab Lab? En fait, nous, on avait donc c'est notre espace mobile qu'on a eu en 2010, sur lequel on a investi, je vous ai dit, avec une connexion satellitaire, qui nous servait de plateau télé et qui nous a servi ensuite de Fab Lab. En fait, c'est un bus qui servait en fait, c'est un véhicule moins 3 tonnes 5 qui a été entre guillemets désossé. Hein, donc, je peux pas citer la société qui faisait ça. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, nous, c'est une société qui l'a équipé en salle de formation ambulante. Et il s'avère que nous, on l'a utilisé très peu en salle de formation ambulante parce que les zones blanches ont vite été résorbées chez nous. Et donc, et en plus, les communes nous prêtaient leurs salles. Donc, en fait, le bus, il a servi surtout comme plateau télé et il sert toujours comme plateau télé sur des événements sportifs locaux où on va retransmettre ces événements en direct, où les jeunes vont aller donc filmer, mettre en action, parce que c'est important aussi, parce que souvent on pense que le numérique, c'est plaquer les jeunes derrière un écran. Bah nous, non, au contraire, on va les faire sortir, on va utiliser ça. Et au niveau du Fab Lab, bah, pareil. Et là, sur l'investissement, c'était cher parce qu'il y avait déjà la connexion satellitaire qui était à plus de 30 000 euros. Donc le véhicule en soi, il peut autour de 50 000 euros, vous pouvez avoir un véhicule équipé pour à la fois faire salle de formation ambulante, après il faut juste que vous ayez une connexion internet dans les communes où vous intervenez, mais les communes elles vous prêtent cette connexion très très facilement, etc. Donc pour moi, oui, autour de 50 000 euros, vous pouvez avoir un bus. Alors pas avec l'équipement dedans, on est bien d'accord. Hein. Le véhicule avec, on va dire, les plateaux tables mis en place. Alors. Une question de Catherine. Alors, je ne sais pas si, parce qu'on avait décidé d'évoquer ça un peu en dernière partie, Nicolas. Oui. Peut-être juste pour donner une précision à Catherine, si elle se demande, nous, par exemple, c'est un centre social qui porte en fait un tiers-lieu. Donc, si vous voulez, ça nous permet une certaine sécurité. Quelque part, c'est bien aussi de s'appuyer sur une structure déjà existante, je pense, quand on veut lancer un tiers-lieu. C'est un gage aussi d'ancrage. C'est un gage d'ancrage local qui est une étape très importante, comme le disait Nicolas tout à l'heure. Donc, nous, on est un centre social. Donc voilà, on est subventionné par différents financeurs, c'est la région, c'est la métropole, c'est l'État. Voilà, et on a développé ce projet-là de tiers-lieu. Donc pour l'instant, nous, on ne se pose pas trop la question du modèle économique, même si on y réfléchit beaucoup avec les habitants pour aller un petit peu plus loin. Et parce que je réponds aussi à une question qui était posée un peu avant, où on me demandait est-ce que le tiers-lieu est un projet du centre social ou est-ce que c'est une entité. Voilà, c'est un projet du centre social, mais pourquoi pas un jour, ça peut devenir une entité autonome si les habitants s'en saisissent, si une communauté s'en saisit. En tout cas, moi, j'aimerais. Alors moi pour poursuivre, pour répondre à Catherine et puis à Béatrice, donc sur le modèle économique, en effet, je vous présenterai ça à la fin. Donc nous, on est une association totalement autonome. Au départ, on faisait partie de l'amicale jeunesse de Montmoreau. On faisait partie d'une des 26 sections de cette amicale qui regroupe foot, tennis, etc. Donc on était le club informatique. Et puis à un moment donné, on a grandi, on a poussé, et ce qui fait qu'on est devenu autonome. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016. Mais on est une association, hein, loi 1901. Le tiers-lieu fait partie d'une des branches des différentes activités que fait l'espace numérique. C'est pas après, on vous dit, on maintient bien sûr nos ateliers, on va dans les maisons de retraite, on intervient dans les chantiers d'insertion, on fait, voilà. Donc, je vous présenterai tout à l'heure les modèles économiques, mais on est autonome, financièrement, bien sûr que non, hein, on a bien sûr besoin des fonds publics, mais on fait un mix entre fonds publics et fonds privés, mais on vous présentera ça tout à l'heure, hein, sur un modèle économique. Hein. Et après, sur la question donc, qui était alors c'est vrai que ça s'est dit au fur et à mesure, sur les tiers-lieux privés, nous, en l'occurrence, on pourrait dire qu'on est un tiers-lieu privé, on est une association, au départ, on est un peu privé, mais quand on
parle marchand plutôt, hein. Donc des tiers-lieux où il va y avoir surtout, quand je parlais de la boutique par exemple, elle, ça veut dire que son chiffre d'affaires, ça va être surtout la vente de ces produits cosmétiques par exemple, la location ensuite de ces salles pour de la médecine, on va dire, de bien-être, mais elle peut également louer ces salles pour du coworking, donc elle a aussi une vocation à louer ces salles en dehors. Mais en fait, quand je vous disais qu'il faut intégrer tout le monde, nous on l'intègre, c'est-à-dire qu'elle fait partie justement, quand on est devenu fabrique de territoire, nous on est fabrique de territoire en consortium. Et en fait, l'idée, c'est que l'ensemble des tiers-lieux privés, publics, des espaces de coworking, aussi des développeurs web, de tout ce qui va graviter autour du numérique sur notre territoire Sud-Charente, se mettent autour d'une table, travaillent, ce qu'on a fait. D'ailleurs, on a répondu en consortium à plus de 15 partenaires, avec les 2 CDC et le pays Sud-Charente, pour pouvoir en fait avoir un maillage cohérent et avoir à travers les tiers-lieux également de la formation, du financement et un modèle économique. Donc en fait, on a notre fabrique de territoire pour nous a pour vocation à structurer nos offres, que ce soit des offres à la fois dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, donc ce qu'on vous présente plutôt aujourd'hui, mais également vous verrez à la fin sur une autre offre qui est une offre aussi commerciale. Donc l'idée c'est aussi que bien sûr hein, on a aussi un business plan à travers nos tiers-lieux, mais qui n'est pas figé. Moi je ne sais pas dans 3 ans, on a un schéma, mais voilà. Mais on en reparlera à la fin, hein, si vous voulez, par rapport à ça. Donc ici, oui, alors la dernière question, on peut répondre si vous voulez, c'est sur tiers-lieux et structures sociales et culturelles, ne sommes-nous pas sur les mêmes objectifs? Ça dépend. Pas, pas obligatoirement. Nous, pour l'instant, dans ce qu'on vous présente, oui, mais pas que. Nous, je vous ai parlé du volet économique. Par exemple, là, pendant la crise sanitaire, on a beaucoup œuvré là dernièrement au niveau des artisans, au niveau des commerçants. Il y a beaucoup de demandes de création d'applications, de création de sites web, etc. Et là, dans ce cadre-là, mais vraiment dans un cadre professionnel, nous, c'est pas nous qui allons le faire, c'est dans notre tiers-lieu. Si ça se fait dans notre tiers-lieu, ce sera des prestataires qui, par contre, on a une école du web, hein, on a une école Simplon qui est sur notre territoire qu'on a aidé à créer, mais c'est pas nous qui le portons, c'est la collectivité qui en fait, ces anciens apprenants hein, qui sont développeurs web vont pouvoir monter une association et vont pouvoir donc épauler ce schéma économique. Mais on voit que en fait un tiers-lieu, ça dépend de sa taille, peut intégrer des briques à la fois d'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'économie tout court. Et donc en fait, ce que je vous disais, c'est des lieux hybrides obligatoirement et qui demain, selon leur superficie, vont pouvoir accueillir des activités diverses et variées dès lors qu'elles rentrent dans une même philosophie. Le plus important, c'est la philosophie, c'est-à-dire qu'on est dans du commun, on partage des valeurs communes, on est sur de la non-concurrence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en concurrence dans un même tiers-lieu entre partenaires d'un même tiers-lieu, mais c'est des valeurs, en fait, aussi on a parlé avec Sabrina par rapport à une charte, est-ce qu'on peut faire une charte? Nous on a essayé, mais non. La charte, c'est des valeurs. Et donc à partir de là, de toute façon, les personnes, on va dire entre guillemets, mais c'est pas encore arrivé, hein, mais les brebis galeuses qui vont s'égarer un petit peu dans cette charte, dans ces valeurs-là, eh ben on va vite les trouver. Et si elles n'y trouvent pas du sens par elles-mêmes, eh ben, elles vont disparaître. Mais ça, je vous en parlerai aussi dans la deuxième partie sur les modes d'action. Voilà. Sabrina, si tu veux rajouter des choses? Oui, juste pour rebondir sur ce que tu disais et ce qu'on disait finalement au départ, c'est que il n'y a pas une recette magique. Et puis même concernant tout ce qui est gouvernance, charte ou modèle économique, vous allez peut-être, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas idée, mais c'est peut-être en faisant des actions, voilà, en mettant en lien les communautés, qu'un nouveau modèle économique va émerger de toutes ces idées-là. Le tiers-lieu, c'est avant tout un laboratoire. C'est avant tout, voilà, il faut garder ça en tête. C'est avant tout un laboratoire d'expérimentation et voilà, qui ne peut pas être figé. C'est vrai que il y a eu à un moment donné, comme pour toutes choses nouvelles qui émergent, parce que c'est vrai que la genèse des tiers-lieux, c'est aussi le partage, c'est l'intelligence collective, c'est de mettre en commun les savoirs, c'est que les savoirs circulent librement. Voilà, parce qu'on a une forte communauté en France aujourd'hui de tiers-lieux open source,
Voilà, donc ça, c'est un peu le cœur aussi. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup, des fois, de personnes qui s'approprient un peu ces idées qui émergent de ces communautés-là et qui en font, entre guillemets, un business. Ou, voilà, donc et bon, après, pourquoi pas, hein, on est libre, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, moi, personnellement, en tout cas, moi, je suis plus attachée, voilà, à une vision de partage, d'intelligence collective, ben, quand il y a une bonne idée, il faut absolument les s'aimer. Parce que voilà, on ne peut pas la garder pour soi, c'est pas ça le jeu des tiers-lieux, on va dire, et du commun. Donc voilà, c'est aussi savoir se Qui serait le positionner. truc que lui-même pourrait partager, tu vois. Oui, nous on l'annonce. Et je Ah, voudrais pardon. juste répondre à. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, je ne sais pas si on a le temps, peut-être. Alors, on me dit, il est intéressant de proposer une vision plus ample que l'aspect remplir des documents administratifs. Ah, N'avez-vous pas peur d'être, par le principe du financement, une restriction à un besoin de remplacer la présence des services publics? Alors, c'est vrai que nous, on a voulu répondre à ce besoin-là sur ce territoire parce que ben, c'est une réalité de beaucoup de personnes aujourd'hui, de ne pas pouvoir accéder à ces droits parce qu'on ne maîtrise pas le numérique. Et ça, nous, en tant que centre social, ben, c'est juste pas possible, ça fait partie de nos missions. Après, la vision plus ample, oui, c'est que nous, on ne se contente pas juste d'être, on va dire, écrivain public numérique, c'est qu'on veut accompagner les gens à l'autonomie. Donc, on met aussi en place des actions pour permettre aux personnes de mieux utiliser leur smartphone. Voilà, c'est tout notre travail d'inclusion, de les accompagner à l'autonomie. Gardant en tête, bien entendu, comme je le dis toujours, c'est qu'il y a des gens pour qui on ne peut pas faire ce travail d'accompagnement à l'autonomie. Je pense à nos seniors et je pense aux primo-arrivants. Je pense à certaines personnes, des fois en situation de lourd handicap. Voilà, ces personnes-là, on est obligé de faire à la place d'eux. Et je pense que dans un tiers-lieu, pour moi, aujourd'hui, un tiers-lieu orienté numérique, pour moi, c'est une évidence qu'il y ait un espace, une plage réservée à ces publics-là qui sont complètement exclus et qui ne peuvent pas, justement, utiliser ces nouveaux outils. Alors, pour compléter ce que dit Sabrina, et c'est très bien parce que ça tombe vraiment sur la deuxième partie, là, hein, identifier les modes d'action adaptés aux caractéristiques de son lieu et aux besoins des usagers et de son territoire ou des acteurs publics. C'est bien la réponse qu'elle vous apporte, hein, c'est que c'est un constat de territoire et obligatoirement elle y répond. Juste pour compléter, j'espère, enfin vous verrez dans la deuxième présentation, pour moi pas du tout. C'est-à-dire que ce tiers-lieu il doit servir à ça, mais c'est on va dire qu'une partie infime et ça fait partie de la mission aussi de toute façon de service public. Si elle n'existe pas sur mon territoire, c'est bien normal que j'y réponde. Et en effet, nous on existe depuis 2008, on a mis en place des actions. Quand je vous parlais du bus qui allait dans les campagnes pour apporter le numérique, eh ben, il était là aussi pour permettre à la campagne d'éviter l'hospitalisation, le fait d'aller en maison de retraite, le fait d'être isolé, d'avoir des maladies. Donc ça rentrait dans un cadre très particulier qui était par exemple le contrat local de santé. Et à partir de là, on a pu faire valoriser notre action dans le cadre du contrat local de santé et pour pousser beaucoup plus loin que oui, vous êtes le petit bus qui allait apporter une petite animation à gauche à droite. Donc on voit bien l'impact que ça peut avoir et les financements qui peuvent retomber, sachant qu'au départ, quand on l'a fait, on était à perte. Donc après, je pourrais vous montrer sur le modèle économique comment je pouvais équilibrer ces fonds-là. C'est-à-dire que le bus, de 2008 à 2015, on était à perte de 15 000 à 20 000 euros par an sur l'action. Parce que moi, je voulais pas faire payer les personnes plus de 100 euros par an pour pouvoir accéder au service. Et payer déjà 100 euros, c'était pas mal. Hein. Alors sachant qu'attention, ceux qui étaient dans un cadre bénéficiaire du RSA ou dans un cadre, là j'avais des subventions du département qui me permettaient de proposer la gratuité ou un coût modique. Mais voilà, donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il va y avoir, vous avez dû entendre parler des postes de conseillers numériques qui va être implantés, qui doivent permettre justement de combler les manques sur les territoires d'aide à pouvoir saisir en ligne sur tout ce qui va être plus simple pour cette réalisation. Mais le tiers-lieu ne doit pas servir à ça, il peut servir à ça, mais il ne doit pas servir qu'à ça. Il doit avoir une volée beaucoup plus large. Après, il y avait une autre question qui disait, est-ce que vous connaissez un EPN qui est devenu... Nous, on est EPN, j'ai oublié de le dire, l'espace numérique Sud-Charente, on est espace public numérique. On était net public en 2008. On était donc voilà, on est un espace public.
hein, qui sommes transformés en association. On est bien sûr, hein, on fait partie de la MENNUM, on faisait partie bien sûr de Net Public. Voilà, donc on est du sérail espace public numérique et on le revendique haut et fort. Hein. Nous, c'est notre cœur de métier, on n'est pas centre social. Donc pour revenir sur le territoire, en fait, faut vraiment analyser son territoire. Et je vous parlais tout à l'heure de résilience. Moi, c'était le cas quand j'étais enseignant à Montmoreau. Le numérique a été un moyen de rompre la partie mobilité, les jeunes qui n'étaient pas mobiles dans leur tête, qui n'allaient pas vers l'orientation, qui se dévalorisaient par rapport aux autres. Il n'y a pas qu'eux qui le faisaient, c'est aussi les résultats, comment dire, les enquêtes territoriales, l'INSEE, qui montrent que notre territoire, il est considéré comme un territoire vulnérable plus. Hein, on pourrait dire la campagne, ils sont bien. Ben non, hein, c'est un territoire vulnérable plus. Ça veut dire que dedans, faible taux d'études, une population vieillissante, dedans 29 habitants par kilomètre carré, donc on se retrouve en zone dite de désertification, donc une problématique d'attractivité, et pourtant des ressources. Donc ça, on est sur on va dire les points négatifs, mais des ressources pour pouvoir y permettre. Quelles sont les ressources? Un tissu associatif fort, des établissements scolaires à taille humaine un peu partout, un contrat local de santé, une volonté forte politique aussi pour ce qui est jeunesse, tout ce qui est voilà aussi politique de transversalité et de dialogue. C'est-à-dire que dedans, les associations peuvent parler, peuvent discuter, on peut se mettre autour d'une table pour bâtir des projets. Et donc à partir de là, on a construit en fait les offres, par exemple sur la mobilité. On a créé une association. Quand je dis on, c'est encore une fois qu'un collectif, hein, Mobilité Ouest Sud Charente, qui était là pour justement, parce qu'on nous disait oui, les jeunes, il n'y a pas de moyens de transport sur le territoire, pour réfléchir justement aux possibilités. Donc garage associatif, la possibilité de faire du transport solidaire, un petit peu bâtir un projet autour de la mobilité. Alors déjà, c'était cette association-là qui émane de plusieurs. Il y a la mission locale qui est intégrée dedans, il y a l'espace numérique, mais il y a aussi les centres sociaux, il y a aussi... en fait, on a un système de présidence tournante. Tous les ans ou tous les 2 ans, on change de président, etc. Et par rapport à ça, chemin faisant, hein, la structure fait qu'elle s'appuie sur son schéma de développement sur les tiers-lieux. C'est-à-dire que les tiers-lieux, ça va être des antennes de mobilité. Ça va être des lieux où le facilitateur de tiers-lieux va être aussi conseiller mobilité, qui va pouvoir, via un numéro de téléphone unique, c'est-à-dire qu'une personne du Sud-Charente appelle, elle veut se déplacer, elle appelle un numéro unique et elle va tomber sur un des tiers-lieux. Et par rapport à ça, le tiers-lieu va lui trouver une solution de déplacement. Et en plus, on a mis en place un système de transport bénévole où il y a des chauffeurs qui se positionnent et des bénévoles qui se positionnent aussi, enfin des chauffeurs bénévoles et des personnes transportées pour pouvoir dedans être mis en avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce projet-là, il est financé aussi dans le cadre d'un projet qui est de l'ADEME, qui est la French Mobility. On est le premier projet French Mobility de Nouvelle-Aquitaine à être au niveau de MOSC, qui va permettre en fait d'être aussi, de faire que notre tiers-lieu serve aussi à ça et cette vocation-là, c'est la vocation à dédier à la mobilité, parce que pour nous, la problématique du numérique et de la mobilité sont un peu liées. Je rappelle que pour moi et pour nous, hein, le fait de pouvoir agir avec le numérique, ça donne de pouvoir construire, de pouvoir fabriquer, de pouvoir aussi comprendre, décoder les codes du numérique, permet d'être ancré dans le monde dans lequel on vit, et permet aussi d'avoir un pouvoir d'agir. Et pour pouvoir agir, ensuite, il faut pouvoir donc d'agir mentalement, dans sa mobilité mentale. Et à partir de là, il faut aussi proposer la mobilité physique. Donc déployer des moyens liés à ça. Donc nous, notre public cible, ça va être la jeunesse, ça va être bien sûr les personnes en insertion. Via la mission locale, notre Fab Lab, on a mis en place des ateliers de créativité où l'idée, c'est que les jeunes, ils vont créer, et après la création, ensuite on va leur faire accéder à leurs droits, leur faire comprendre comment fonctionne Internet, etc. Mais ce sera dans un second plan. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir encore une fois les anciens modèles de l'enseignement, c'est plutôt avoir un modèle inversé, une pédagogie inversée, une pédagogie de l'action par tâche complexe. Donc on voit que, et on n'oublie pas bien sûr, et ça c'est pas notre tiers-lieu qui le fait, d'aller vers les gens qui ne peuvent pas accéder à ce tiers-lieu.
par exemple dans les maisons de retraite. Ben oui, on a toujours des ateliers dans les maisons de retraite. Alors, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais sinon, on s'y déplace et on va capter la mémoire des gens qui ont des choses à dire ou les faire en sorte qu'ils aillent sur le journal local ou sur Google Maps pour un petit peu voir où ils habitaient avant. Et ben, je peux vous dire que on peut se dire, ouais, ça sert à quoi? Ben, quand on va dans ces ateliers, faut le vivre, hein, faut vraiment y aller et qu'on voit le retour que ça a à la fois sur les familles et sur la personne qui justement est en train de pouvoir avoir des réminiscences par rapport à ce qu'elle a vécu grâce au numérique, ben, je peux vous dire que c'est des moments forts. Moi, j'ai eu ce moment fort, c'est que j'y garderai toujours en visite avec une fondation, la Fondation de France, où la personne s'est mise à nous raconter sa vie grâce à une image qu'elle avait vue. Et le médecin qui nous a dit, mais c'est impressionnant parce qu'elle nous avait, enfin, on pensait qu'elle n'avait plus du tout de mémoire, quoi. Donc on voit qu'il y a des choses qui se créent et qui dépassent des fois même le projet. Voilà. Mais on est ancré quand même, encore une fois, sur un territoire. Je fais ça parce que je connais mon territoire et que j'y passe du temps. Pour moi, en tout cas, c'est compliqué que le facilitateur de tiers-lieu ou qu'un de mes animateurs ne soit pas dedans, vraiment pleinement investi dans le territoire dans lequel il est. Même si après il peut couper, hein, mais quand je dis investi, c'est qu'ils les connaissent, ils connaissent un petit peu le tissu et qu'ils ne soient pas jugeants. L'important, c'est de ne pas être jugeant par rapport aux personnes qu'on a. Je suis désolé, hein, j'ai parlé beaucoup, mais c'est vraiment le cœur, hein, le cœur de l'action, c'est s'imprégner de son territoire et de sa mise en œuvre. Sabrina, si tu as des choses plutôt toi à C'est présenter par intéressant. rapport à... Oui, oui, non, mais je te rejoins. Oui, pour compléter, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au territoire, à la connaissance du territoire. Effectivement, on insiste là-dessus parce que moi, après, personnellement, hein, en tant qu'acteur de terrain, et en tant qu'habitante aussi, parce que j'ai eu l'occasion de le vivre, il n'y a rien de pire quand il y a des structures, des personnes qui sont parachutées comme ça de l'extérieur, qui n'ont aucune connaissance en fait du territoire, des acteurs, et qui essayent de mettre des choses en place. Alors, je jette la pierre à personne parce que je sais des fois la difficulté, que ce soit pour les élus, pour les techniciens, de faire avancer les choses parfois sur les territoires en se disant ben, on n'a pas toutes les ressources, donc on va aller chercher des prestataires, ce qui est bien, mais ça doit venir en complémentarité, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais sous-estimer en fait les dynamiques qui peuvent être à l'œuvre sur vos territoires et dont vous n'avez pas connaissance. Parce que si ça se trouve, il y a des communautés hyper actives qui font des choses hyper intéressantes, hyper innovantes, mais vous ne savez pas que ces gens existent parce qu'ils ne communiquent pas, ils ne documentent pas ce qu'ils font. Et puis, après, on met un œil, on jette le nez dans ce que ces gens font, on se dit, mais en fait, c'est génial. Et quand on leur dit, ils sont tout étonnés d'être des gens innovants. Et ça, c'est beau. Et je veux dire, voilà, il faut qu'on arrive aussi à un moment donné à réconcilier ces communautés-là, ces gens qui, de l'ombre en fait, hein, qui œuvrent sur les territoires, sur des territoires isolés, ces petites associations, ces petits comités qui font des choses formidables et qu'on ne voit pas. Et qu'on ne voit pas parce qu'ils ne parlent pas aussi non plus. Et on sait que souvent, c'est ceux qui parlent le plus fort qui monopolisent la parole et qui se mettent en avant. Mais il faut absolument réussir, et c'est le rôle aussi des tiers-lieux, c'est d'amener ces personnes qui ont une certaine technicité, qui savent comment monter des dossiers, ces personnes qui maîtrisent les nouveaux outils, qui n'ont pas forcément une bonne connaissance du territoire, mais qui ont voilà, cette technicité, qui peuvent mettre au service d'un projet. Donc, se dire, voilà, je vais mettre ces ressources-là au service d'un projet avec les communautés locales, et c'est de faire travailler les gens ensemble. C'est le but aussi du tiers-lieu, parce que sur un territoire, c'est très très mal vécu quand voilà, les gens n'ont pas de rôle modèle, qu'ils ne peuvent pas s'identifier, qu'ils ont l'impression d'être incompris. Et finalement, ça donne lieu à des espèces de structures hors sol qui sont complètement déconnectées de leur territoire, qu'elles soient privées ou parfois financées par des fonds publics. Avec, voilà, je trouve que c'est dommage, c'est des coups d'épée dans l'eau. Et ce n'est pas par manque de bonne volonté, c'est des fois des incompréhensions et un manque de passerelle. Voilà, je pense qu'il est urgent qu'on ait des personnes qui s'engagent justement à être voilà, un petit peu celles qui vont faire le lien
entre ce monde-là du privé, aussi des entreprises, et ce monde de l'associatif, ce monde de l'open source, du libre, et voilà. Il faut créer des passerelles, en fait, hein. On peut dire qu'en fait, le mode d'action pour mettre en place un tiers-lieu orienté numérique, c'est exactement, on peut le calquer sur, par exemple, ben, la toile du web. Voilà, c'est un mode d'action comme ça en étoile, où voilà, c'est des communautés, des réseaux en étoile, et puis ça ne fait que grossir, grossir. Ça a été coupé. Ça a muté à la fin de ma phrase, donc je vais m'arrêter là. Donc moi pour compléter en fait aussi l'enjeu d'un tiers-lieu, hein, si on parle vraiment les actions menées pour un territoire donné, on en parlait tout à l'heure, ça peut être un lieu pour fédérer à la fois des personnes et du matériel. Donc en fait une ressourcerie qui pourrait être, nous c'est le cas, on est en train de créer en fait à travers les tiers-lieux plus qu'un catalogue, un lieu où les différentes associations locales qui n'auraient pas justement de visibilité, qui n'auraient pas le matériel nécessaire ou qui n'auraient pas le local qu'il faut qu'elles viennent faire ces activités, mettre en place des actions, proposer aussi ces services, donc faire une sorte de ressource des différentes compétences des uns et des autres, hein, comme un catalogue de compétences par rapport à ça, et de matériel. C'est-à-dire que nous aussi dans nos tiers-lieux, on a par exemple là derrière, je vous ai montré notre écran. Donc c'est un écran par exemple, mais ça on en parlera sur les modes de financement, hein, qu'on a obtenu dans le cadre de nos formations. Hein. C'est un écran interactif, hein, tactile. Mince, donc là, j'ai fait ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire que dedans, je ne sais pas comment retourner sur la page d'accueil. C'est pas grave, vous avez, vous voyez, il était interactif. Bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que la commune, quand elle a su, communauté de communes, pardon, quand elle a vu notre écran, elle a vu comment on l'utilisait aussi. Hein, c'est pas juste pour faire gadget. Hein. Moi, en tant qu'enseignant, le tableau blanc interactif, vous voyez, pendant le confinement, c'est super intéressant parce que je peux faire mon cours, je peux diffuser en même temps en direct sur mon TBI mon travail, etc. Donc c'est intéressant pour les cours à distance. Hein, c'est pas que gadget. La collectivité, par exemple, elle nous a dit demain l'écran il part par exemple à la CDC qui fait une grande réunion et qu'en a besoin pour sa réunion. Et après, après-demain, l'écran il va partir à l'association lambda quand on a besoin, etc. Donc en fait, ces lieux-là permettent aussi d'avoir un espace de ressources et après, si on part du principe qu'il faut mettre en valeur les circuits courts, nous c'est le cas, hein, les circuits courts font partie intégrante aussi du projet de territoire. L'idée c'est aussi de pouvoir proposer du matériel recyclé, de faire donc aussi bien sûr un repair café et également de lancer une filière d'ordinateurs reconditionnés. Quand je dis lancer une filière, c'est pas qu'au niveau de notre local, c'est qu'en fait nous on a pensé ça localement et puis on se rend compte qu'en Charente il y a aussi cette problématique-là et qu'il y aurait la possibilité de découvrir des filières, ce que disait Sabrina, qu'on ne connaissait même pas, que le département obligatoirement ne connaissait pas obligatoirement, de filières qui pourraient reconditionner à grande échelle. Et en faisant comme ça, en fait, on construit des projets qui dépassent notre territoire, et c'est bien le cadre de la fabrique. La fabrique, elle a ce rôle-là. S'il y a des projets de fabrique, l'enjeu, c'est bien d'expérimenter pour s'aimer et pour un petit peu étendre le champ des possibles. Ça, je pourrais vous parler à la fin, c'est cette extension de champ de possibles et d'expérimentation qui est aussi importante dans un tiers-lieu. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de tester, de mettre en œuvre des actions avant de pouvoir, on va dire, le généraliser ou avoir un financement plus pérenne. On est vraiment en mode d'action recherche pour ensuite stabiliser voilà, avec des fonds multiples et variés. Voilà, Juste, donc pardon Nicolas, oui. oui, vas-y Sabrina. Non, c'était juste pour ajouter justement par rapport aux différents publics, et c'est ce qu'il y a de formidable avec le numérique justement, c'est que voilà, si on veut mettre en place un tiers-lieu orienté numérique sur un territoire, on parlait justement de ces personnes invisibles. Donc moi, j'évoquais les publics que moi je connais, hein, c'est-à-dire voilà, les jeunes en décrochage scolaire, les seniors, les personnes qui maîtrisent mal notre langue, voilà, les personnes en grande précarité. Mais ce sont aussi justement, puisque tu les évoques, des artisans. Nicolas, voilà, des petites entreprises qui parfois voilà, ont un savoir-faire super,
et ne savent pas se valoriser parce que tout simplement, le patron, voilà, il est, on va dire limite senior, hein, la limite légale senior, c'est 50 ans, 55 ans, je crois, voilà. Facebook, tout ça, il ne connaît pas, il ne maîtrise pas et du coup, en fait, son entreprise, elle n'a pas de visibilité alors que le gars, c'est peut-être le meilleur, dans sa spécialité. Voilà, donc de garder en tête aussi, ces publics-là, ces petits artisans, peut-être ces agriculteurs, peut-être voilà, ces petites entreprises qui ont aussi besoin de monter en compétences, qui ont besoin de maîtriser des nouveaux outils pour faire face, voilà, hein, au nouveau monde du travail. Et pour compléter, alors là, on va un petit peu embrayer sur le modèle économique, mais tant mieux, hein. Par exemple, quand je vous parlais de mode d'expérimentation, c'est des lieux d'expérimentation, c'est ce qu'on appelle aussi des living labs, hein. Nous, on le faisait déjà avant d'être tiers-lieu, c'est-à-dire que quand je vous parlais en maison de retraite, on a commencé à intervenir en maison de retraite dès 2002. Alors, pourquoi on l'a fait? Parce qu'on sentait que c'était un besoin, mais on l'a fait dans un cadre aussi expérimental. On s'est dit, pourquoi pas essayer de faire une expérimentation sur l'usage des tablettes. Moi, j'avais vu à l'époque qu'il y avait un projet qui a été mené sur Paris et on s'est dit on va le déployer à la campagne, voir si c'est lié, est-ce que le fait que ce soit en rural urbain, ça change quelque chose. Voilà, et dans le cadre d'un tiers-lieu, c'est la même chose. On a un public qu'on accompagne, par exemple, jeunesse. Nous. Et sur ce public jeunesse, l'idée, c'est de se dire quels sont les différents outils utiles qui pourraient être déployés, autres que de la vidéo ou aussi d'impression 3D. Donc, ça peut être de la réalité augmentée, et à travers ça, il y a des appels à projets. Nous, par exemple, il y a l'EdTech, hein, tout ce qui est développement des technologies éducatives. Nous, en Nouvelle-Aquitaine, qui est en train de lancer un appel à expérimentation. Donc, elle ne donne pas des moyens financiers aux structures qui vont tester au tiers-lieu. Il y a Mécris, en plus, qui est ouvert à des tiers-lieux. Mais par contre, elle va donner les moyens d'expérimenter du matériel et d'expérimenter des usages. Et ce qui est super intéressant, parce que si cette expérimentation est concluante, après, on pourra l'utiliser dans nos propres recherches, de financement ou dans nos propres actions. Parce que l'objectif, quand même, hein, je répète, c'est pas juste pour s'amuser, c'est quand même que l'objectif final, les personnes qui passent par notre lieu, aient gagné quelque chose, que ce soit en confiance, gagner en relations interpersonnelles, ou même pour des jeunes qui aient envie d'aller se former de poursuivre des études et sentir qu'ils y arrivent bien. Donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment de ça. Hein. C'est aussi vraiment nous on est dans cette phase vraiment living lab expérimentation également à travers nos tiers lieux. Et pourtant, il est tout petit. Hein. Quand je vous parle de notre tiers-lieu ici à la parenthèse, on a 100 mètres carrés avec le Fab Lab qui est en rez-de-chaussée, et l'autre à Barbezieux, au château de Barbezieux, qui est situé dans un pôle numérique, dans un pôle d'excellence rurale. Donc, à côté, c'est un château qui fait théâtre. On a une aile où à peu près pareil, hein, 100 mètres carrés. Mais là, justement, on est en train de réfléchir à avoir un lieu plus grand avec la collectivité. Donc voilà, au niveau en tout cas ancrage territoire, on participe à beaucoup de structures du territoire. Hein. Je vous parlais de mobilité. Hier, j'ai participé à la réunion, par exemple, de tout ce qui est fonds leader, donc tout ce qui est aménagement au niveau des fonds européens. Donc on a un projet aussi de coopération transnationale sur les tiers-lieux avec la Quincaillerie de Guéret, le Pays de Gaume, des échanges vraiment importants aussi pour voir comment on travaille. Il y a le projet de campus connecté en ce moment, vous avez dû en entendre parler pour les étudiants qui sont isolés. Mais on est en train aussi de réfléchir à un campus connecté. Mais quand je dis on, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le département de la Charente, en se disant que localement, il y en aurait bien besoin. Voilà, donc ce qui est compliqué, c'est ce que je vous disais, il faut qu'il y ait une veille importante pour ces actions, une connaissance du territoire et des personnes pour les mener. Ça peut pas se décréter. Ça peut pas se décréter. Il faut vraiment porter ces projets, quoi. Sabrina, je te vois plus. Oui, pardon, oui. Non, parce qu'il y a du monde qui est rentré à la maison, là, ils sont Ah euh, je voulais juste rajouter, Nicolas, si je peux, on a encore un peu le temps. Oui. Par rapport à ce que tu dis là, je voulais juste évoquer la formation et parler de notre expérience, nous, au centre social. Notre chance à nous, ça a été justement par le biais d'un projet européen, en fait, hein, dans lequel on a été inclus par la métropole. Et en fait, ce projet-là, Erasmus My Smart Quartier,
dont le but était de créer des guides pédagogiques destinés en fait comment on va dire, aux médiateurs numériques de demain, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peu de ressources. On avait commencé ce projet il y a 3 ans. Donc en fait, l'équipe du centre social, une partie de l'équipe a participé à ce projet et on a été formés. Ça nous a permis d'aller voir un peu ce qui se faisait ailleurs en Europe en termes d'e-inclusion, mais l'e-inclusion au service du pouvoir d'agir. Voilà, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire le numérique pour le numérique, ça ne nous intéresse pas. C'est le numérique comme moyen de pouvoir d'agir des habitants, comme levier de transformation des territoires. Et c'est vrai que le fait de participer à ce projet pour l'équipe, ça a été très valorisant. Ça a permis de mieux comprendre les enjeux, en fait, hein, même au niveau européen. Et je partagerai avec vous cette ressource-là. Mais ce que je voulais dire, que ça a beaucoup aidé l'équipe à structurer son projet de tiers-lieu. Et en fait, la chance qu'on a eue, nous, c'est une espèce d'alignement des planètes où on participait à ce projet européen sur l'inclusion. Il y avait un projet de territoire Smart Quartier fort, avec une forte volonté des institutions, en fait, de faire émerger une culture du numérique sur le territoire. Et voilà, et une communauté donc sur site qui avait la même volonté, la directrice du centre social qui avait aussi cette volonté, qui savait qu'il fallait aller vers là. Donc c'est un peu un alignement des planètes qui a permis de nous booster en fait. Voilà, qui a permis vraiment au tiers-lieu d'être structuré parce qu'il collait à une réalité de terrain définie aussi par les institutions et par les techniciens. Donc en fait, quand tout le monde est dans la boucle, c'est beaucoup plus facile. Et les personnes cibles en bout, c'est-à-dire le public, hein, les habitants ou les petits artisans, tout ça, ben, ils bénéficient beaucoup mieux des programmes publics ou des activités que nous, on peut mettre en place parce que ça correspond vraiment à leurs attentes et à leurs besoins. Donc nous, en fait, ce projet-là, Erasmus My Smart Quartier, ça a été aussi l'occasion pour l'équipe d'être mobile. Comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, tu parlais de mobilité physique et de mobilité mentale. Je pense qu'aussi, en tant qu'acteur de terrain, en tant qu'élu, en tant que technicien, il faut qu'on apprenne aussi tous à remettre aussi un petit peu en question nos façons de travailler. Et c'est ce à quoi vous invite un tiers-lieu. C'est-à-dire que si vous voulez calquer une méthodologie de travail, de management à l'ancienne, pour faire tourner un tiers-lieu, je ne pense pas que ça va marcher. Mais voilà, ça nous invite vraiment à repenser aussi notre souplesse à nous, notre mobilité numérique aussi à nous et nos façons de travailler. Donc et ça, je pense que c'est aussi une clé importante pour qu'une équipe voilà, se saisisse de ces nouvelles façons de faire, de cette nouvelle vision, on va dire. C'est important d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, sans être dans ce regard un peu de jugement, comme tu disais Nicolas tout à l'heure, ou de concurrence, genre ah eux ils ont fait ça, ben nous aussi on va faire mieux. Non, au contraire, c'est d'aller s'inspirer, aller prendre les bonnes idées, les essaimer, les tester sur son territoire. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais c'est le but aussi. Allez visiter des tiers-lieux et si vous êtes dans une ville, envoyez vos techniciens, envoyez voilà le tissu associatif en formation, à la rencontre d'autres tiers-lieux pour voir les autres initiatives des territoires. Et c'est comme ça qu'après, on a des idées, on comprend mieux aussi. Quand on voit ce que les autres font et comment ils le font, on comprend mieux. Alors, ça, je rejoins totalement ce que dit Sabrina parce que moi en fait c'est ça, c'est que bah, j'allais souvent aux rencontres ruralitiques que je trouve toujours intéressantes hein, à Aurillac. Sur ces rencontres, par exemple, à un moment donné, bah, il était question à un moment donné, on m'avait demandé de témoigner sur la partie numérique à l'école, etc. Et il y avait une partie sur les écoles, le dispositif grande école du numérique. Donc c'était, je crois qu'en 2016 ou 2015. Et moi, bah, je trouvais intéressant que bah, mes élus viennent écouter un petit peu ce qu'ils se disent et réfléchissent par rapport à notre territoire. Bah, l'idée, bah, c'est que avant d'aller à Aurillac, bah, je leur ai envoyé un mail en disant donc, alors c'est vrai que c'est le fait d'exister depuis longtemps et simplifie les choses. J'écris moi aux deux présidents de CDC et je mets en copie les deux DGS en expliquant ben voilà, voilà le sujet, j'aimerais bien, enfin ça serait bien que vous veniez, que vous déplaciez, et ben ils sont venus et ben, après le projet de grande école du numérique ben, en Sud-Charente s'est construit et on s'est retrouvé
retrouver avec une école du numérique développeur web 2 ans après, portée par une collectivité, alors qu'au départ, ils ont pensé au réaménagement totalement de leur territoire à travers le numérique, alors qu'au départ, ils ne concevaient pas du tout notre activité de cette façon-là. Donc en fait, ça se construit. C'est des rapports humains qui se construisent, de l'horizontalité qui se met en œuvre. Ce que je disais, c'est du réseau, mais du réseau non pas pour soi. Je dis moi, perso, enfin en tout cas moi, j'ai rien à gagner. Hein, je suis bénévole. Et ce que je veux dire par là, c'est que si je vous parle de construction, demain par exemple, on a une réunion avec les 2 présidents de CDC, le président du pays, pour parler stratégie numérique sur le territoire à travers les tiers-lieux, parce qu'il y a des projets aussi politiques dans les années l'année prochaine. On organise nous un numérique en commun. Alors je fais pas de la pub là, mais un numérique en commun en Sud-Charente fin janvier. Donc c'est aussi pour eux leur présenter un petit peu ce qu'est numérique en commun, pour voir concrètement sur quoi ils vont pouvoir intervenir, etc. Et on va aussi mettre carte sur table tout ce qui peut ou ne peut pas fonctionner avec dans les associations qui gravitent autour de ces tiers-lieux. Qu'est-ce qu'ils attendent, et voir si ça match entre eux, la vision qu'ils ont de ce que peut être un tiers-lieu, et nous la vision qu'on a. Et voir, non pas dire vous avez une mauvaise vision, etc. C'est pas ça. C'est de se dire est-ce que il y a un moment donné une incompréhension, est-ce que dedans parce que chacun a des fois des compétences, c'est pas facile. Et là, on en parlera à la fin sur le financement, parce que il y a des collectivités qui nous diront oui, mais sur quel volet financier je peux vous financer moi, parce que derrière ça rentre pas dans mon champ de compétences. Donc je vous ai donné des exemples tout à l'heure hein, sur la mobilité, sur des choses comme ça, on peut évoluer quoi, mais là, c'est important. Et c'est de toute façon la dernière partie, quand on parlait de réseau. J'ai vu la question sur les hubs. On va vous en parler, parce qu'en effet, hein, y a, tout ça se construit à travers un réseau. Donc justement, ça tombe bien. Ce que je propose, c'est la dernière partie hein, sur comment mobiliser les parties prenantes du territoire. Donc là, on en a parlé un petit peu, hein, mais mobiliser à la fois financièrement et structurellement, hein, il y a les deux, et les réseaux nationaux d'un tiers-lieu orienté numérique, nationaux ou régionaux. Donc toi, Sabrina, par exemple, par rapport à ton projet tiers-lieu, tes partenaires, y a qui gravite autour de ton projet tiers-lieu, de ton asso, que ce soit financier ou même structurellement, quoi, dans la réflexion? Mais c'est ça qui est intéressant, pour nous, c'est qu'il y a plusieurs acteurs du territoire dans la boucle autour de notre projet numérique. Il y a déjà la politique de la ville, parce qu'en tant que centre social, voilà, on répond à des appels à projets. Et la politique de la ville, en tout cas, nous, dans notre région, au niveau de la métropole et du service de cohésion sociale de la métropole, ils sont très attachés à ça, c'est-à-dire à faire en sorte que les jeunes sur les territoires QPV découvrent les nouveaux métiers du numérique, parce qu'on sait qu'il y a de gros enjeux en termes d'emploi sur ces territoires-là et au-delà même. Voilà, nous, on a bénéficié donc, de cet accompagnement, de ce soutien, mais c'est aussi les bailleurs qu'on sollicite dans le cadre de nos actions, parce que les bailleurs, eux aussi, dématérialisent. Donc, tous les locataires des parcs, on va dire, de HLM, se retrouvent confrontés à ces problématiques. Donc, nous, on vient aussi faciliter un petit peu, si vous voulez, le lien entre les bailleurs et les habitants. En fait, finalement, quand on regarde bien, c'est toutes les institutions où, par exemple, je sais qu'à un moment donné, c'était un petit peu compliqué pour nous de développer le Fab Lab. On n'avait plus trop les moyens, on va dire, et au niveau de la politique de la ville, bon, mais ce n'est pas non plus des budgets énormes selon les projets. Et on s'est tourné en fait vers des fondations. Donc voilà, on a fait de la veille avec le réseau justement d'acteurs locaux. Nous, par exemple, ça a été la mission locale qui, eux, faisaient appel à la Fondation Orange et qui nous ont mis sur la piste. Donc ça, c'est du partage de réseaux d'informations en bonne intelligence et en toute bienveillance, on va dire, entre acteurs du territoire. Voilà, donc ça nous a permis de vraiment proposer des outils de qualité aux jeunes et de faire un vrai Fab Lab. Après, il y a ce projet européen aussi, My Smart Quartier. Donc nous, nos financeurs, c'est vraiment, voilà, comme on est vraiment sur des axes et sur un territoire où il y a on va dire, qui cumule les fragilités hein, en termes de, voilà, de précarité, d'accès aux droits, d'accès à l'emploi. Donc voilà, on fait appel en fait à tous les financeurs qui sont susceptibles de nous aider pour qu'on puisse répondre à certaines problématiques sociétales. Donc pour nous, voilà, c'est l'Europe, c'est le département, ça a été les bailleurs et la Fondation Orange. C'est ce qui nous a permis de... Après, j'en oublie certainement,
Mais voilà, c'est un peu, on va dire, un montage financier qui a fait qu'on a financé plusieurs actions différentes, parfois par des financeurs différents, et qu'on regroupe dans un même lieu. Voilà, parce que c'est cohérent avec voilà, les besoins du territoire, les besoins des habitants. Donc, pour rejoindre ce que dit Sabrina, alors moi c'est vrai que c'est des financements qui sont entremêlés parce que je vous ai dit qu'on est dans l'espace public numérique, on a un tiers-lieu et en fait on a des actions qu'on mène dans notre tiers-lieu qui correspondent à des financements globaux que l'on a au niveau de notre je suis en train de dire le message de TC49, faudrait que j'y réponde. Qu'on a globaux par rapport aux missions qu'on a. Par exemple, on est financé nous au niveau de nos 2 collectivités et ça a toujours été comme ça, c'est comme ça depuis le début, sur l'animation jeunesse. Donc on a, je dis pas la somme, j'allais dire la somme, mais non. On a une somme qui est donnée sur l'animation jeunesse par les 2 CDC, et donc on a un volandeur à faire. Dedans, on peut les faire dans nos tiers-lieux, on peut les faire à l'extérieur, etc. Après, on a des financements également dans le cadre de la conférence des financeurs, par exemple, pour les personnes en manque d'autonomie, hein, au niveau du département, sur le numérique pour les personnes âgées. Donc ce qu'on fait dans nos tiers-lieux mobiles, je parlais du bus, et ce que l'on peut faire aussi dans nos antennes de mobilité, on est financé une partie là-dessus. Sachant que c'est récent. Donc quand je disais tout à l'heure qu'avant on était à perte sur ces volets-là, maintenant c'est bon, on est en volet équilibré. Donc on voit que des missions qui étaient au départ expérimentales deviennent des missions publiques. En tout cas, là c'est la conférence des financeurs, donc c'est comme une instance départementale. Après, sur le nombre de salariés, donc à l'espace numérique, on est passé de 1 à 3 à 5 à 8. Là, on a 8 salariés à l'espace numérique. 8 salariés, et attention, hein, sur les différents tiers-lieux, on a un autre tiers-lieu dont je vous disais à Barbezieux, c'est 2 salariés qui travaillent, mais d'une autre association, hein, d'une centre socio-culturel de Barbezieux. Pourquoi? Parce que l'autre tiers-lieu il est situé dans une commune où il y a un centre social qui connaît beaucoup mieux les habitants que nous, et nous, c'était logique que ce tiers-lieu soit géré par le centre social qui connaît bien son territoire et qui dedans, donc nous on est partie prenante, hein, on est en coopération, mais voilà. Donc la question du tiers-lieu, en fait, chacun des 2 tiers-lieux, il y a un salarié à temps plein, un facilitateur de tiers-lieu, et ensuite un Fab Lab manager, donc qui est souvent à mi-temps. Donc sur quoi on se fait financer nos actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a pour équilibrer nos comptes, on a des actions qui sont des actions clairement qui sont des actions économiques, qui nous rapportent de l'argent, qui nous permettent de faire du social. Par exemple, on est organisme de formation et on va pouvoir mettre en place des formations qui sont indépendantes de ce projet global que je vous présente. Donc là, par exemple, on va avoir une formation bientôt chez un grand groupe, je ne vais pas le citer non plus, de cognac pour leurs salariés. Voilà, c'est tout récent, mais voilà, ça arrivé parce que leur philosophie d'approche les intéresse, celle qu'on a, et on voit qu'on peut faire rentrer de l'économie sociale et solidaire en tant qu'organisme de formation dans des entreprises auxquelles on n'aurait même pas songé il y a un an. Et si je présente la façon dont je les ai rencontrés, je les ai rencontrés lors d'une rencontre de mécénat où ils donnaient des ordinateurs pendant la crise Covid au secours populaire. Et en allant vers eux, j'aurais dit c'est bien beau de donner des ordis, mais ce serait bien aussi de former les personnes à qui vous les donnez, parce que ces ordinateurs, s'il n'y a pas de formation autour, elle va pas obligatoirement servir pour ce que vous pensez. Donc ce serait dommage. Et voyez, j'aurais dit ça il y a 4-5 ans, je pense qu'on m'aurait dit c'est qui celui-là, de quoi il se mêle, etc. Là pas du tout. On m'a écouté, puis du fil en aiguille, la DRH de cette entreprise m'a dit oui, justement, nous on est confrontés à ça dans notre entreprise, on va leur fournir des terminaux à tous nos salariés, on voudrait de la dématérialisation, sauf que derrière, on se rend bien compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas les utiliser, ces terminaux. Et donc ça serait bien, vous existez, de venir former nos salariés, les accompagner, plus que les former, hein, parce que nous on est centre certificateur PIX, donc aussi pourquoi pas leur faire passer l'évaluation PIX pour un certain type de salariés, attention, pas dans leur formation continue, hein, mais là qui viendraient dans nos espaces pour se former par eux-mêmes, hein, un accompagnement individuel. Donc l'idée c'est aussi bien sûr que ces personnes-là ensuite viennent dans les tiers-lieux pour se former. Après, on a du financement par rapport à nos actions qui sont faites par également le mécénat. Et le mécénat, pour moi, là je viens de lire le message de TC49 qui est attention des fonds publics à des fondations, puis Total, McDo, Jackie Michel et aussi, donc je lis parce que c'est écrit. Bien sûr, quand on va choisir des mécènes, on va choisir une éthique.
L'idée, c'est bien sûr, hein, moi j'ai déjà eu cette discussion-là avec plusieurs, hein, quand on était à 2 salariés, quand on a failli tout fermer parce que justement on n'avait pas assez de fonds publics. Ça, c'est toujours une discussion qu'on va pouvoir avoir longtemps. C'est ok, j'attends que des fonds publics ou un business plan construit ensuite sur des fonds propres, c'est-à-dire dedans des rentrées d'argent. Mais on sait très bien que quand on fait enfin, en tout cas moi, en tout cas en tant qu'espace public, je le sais, c'est comme ça, que si je vais faire des actions réellement d'insertion, des actions qui ne sont pas obligatoirement, je peux pas faire payer les gens hein, au coût qu'a le projet. Donc obligatoirement, il va bien falloir que j'aille chercher des fonds ailleurs. Et les fonds que je vais chercher, c'est pas tant des fonds obligatoirement de fonctionnement, c'est aussi des fonds d'investissement. Quand vous investissez pour un tiers-lieu, nous les machines, c'est 80 000 euros l'ensemble. Les 80 000 euros, vous croyez que j'allais les chercher obligatoirement sur des fonds publics, alors que, que j'ai des salariés, je préfère payer des salariés que des machines. Mais je sais que les machines sont obligatoires pour pouvoir faire tourner mon activité. Donc on se retrouve dans une situation où, de toute façon, oui, on fait appel à du mécénat. Donc moi, j'ai fait appel à du mécénat, bien sûr, je vais pas les citer. J'ai pas fait appel obligatoirement, je peux en citer un, par exemple la Fondation de France qui nous a aidé beaucoup. Et je pense pas quand je dis que la Fondation de France nous aide, en disant ça, que je vends mon âme au diable. Je dis ça parce que c'est souvent la discussion que j'ai eue avec certains qui disaient oui, mais c'est de l'impôt, certes pour certains défiscalisé, c'est d'autres personnes qui vont. Mais on peut en parler longtemps. En tout cas, nous deux dans nos modèles, il y a du mécénat, mais attention, le mécénat ne vient qu'au service de l'innovation et n'est qu'un financement pour ensuite que ce soit pérennisé par des fonds publics ou par des fonds, on va dire, par des prestations que l'on pourrait réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, le mécénat, c'est un fonds d'amorçage. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis, Nicolas. C'est très intéressant pour rebondir aussi sur ce que dit TC49. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi pour nous une certaine forme de liberté en termes de financement. Total, McDo, ben, franchement, moi personnellement, voilà, vendre son âme au diable, comme tu dis, c'est bon, il faut arrêter aussi, je pense. À un moment donné, c'est tout. Ces choses-là, ça bloque aussi un petit peu l'innovation, ça bloque le fait que des gens comme nous, ben moi par exemple, à un moment donné, j'étais coincée parce que je n'avais pas assez de financement pour créer ce Fab Lab, alors qu'il y avait un besoin, il y avait une envie des jeunes, il y avait une volonté. Donc, je me suis tournée vers une fondation et on a pu faire ça et tout le monde en est ravi. Et l'impact aujourd'hui sur le territoire, il est super, même au-delà, parce qu'aujourd'hui, il y a des villes qui nous appellent, des grandes villes de la région qui nous appellent pour venir visiter notre Fab Lab, savoir comment on a fait, comment ça marche, tout ça. Donc, c'est très valorisant pour nous. Et je veux dire, le fait de diversifier ces sources de financement, c'est intéressant et il faut le faire. Il ne faut pas, moi qui ai longtemps œuvré dans le milieu associatif, et on sait ô combien les associations qui sont financées par des fonds publics, parfois c'est dur, et c'est grâce à l'engagement des gens, c'est grâce aussi à la volonté des personnes et à une certaine éthique aussi, de se dire, voilà, il faut bien utiliser l'argent public, mais quand on est en capacité d'aller débloquer, faire des levées de fonds ailleurs, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, surtout quand ça participe au bien commun. Après que ça vienne de McDo ou de Total, voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter aussi. Je ne sais pas, je comprends qu'il faut avoir une certaine éthique en termes de d'où viennent les fonds, mais ça reste quand même des entreprises qui, voilà, légales, je veux dire. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, j'ai une différence déjà entre du mécénat et du sponsoring. C'est-à-dire que nous, on a toujours refusé le sponsoring. C'est-à-dire qu'en effet, je vais pas porter un t-shirt bidule, un truc, voilà. Non, pas Donc de ça, sponsoring, je parle de mécénat. voilà, hein, Voilà. là-dessus. Oui, Et donc, pour continuer sur concurrence gratuite au centre de formation, ben non, on a un organisme de formation. C'est là-dessus ça va pas. Pourquoi on sera en concurrence aux centres de formation? Les centres de formation, eux-mêmes, on répond à des appels d'offres auxquels moi je ne répondrai pas parce que je ne suis pas un centre de formation. Je réponds en tant qu'organisme de formation sur des missions sur lesquelles je suis professionnel. Et en plus, pour parler de ça, justement, nous, l'organisme de formation qui est sur notre territoire, qui est donc une association avec qui on travaille énormément bien, on est en coopération sur les tiers-lieux. C'est-à-dire que cette
justement cet organisme de formation intervient dans nos tiers-lieux. Donc ils interviennent dans leur champ de compétences, on intervient dans les nôtres, on se met en accord, et c'est ça la politique du tiers-lieu, et c'est ça l'intérêt. C'est que là, quand Agnès, quand tu es sur la partie, quand vous êtes, pardon, enfin dans le dialogue, je suis désolé, c'est aussi, vous avez partie de la politique tiers-lieu, c'est aussi de se tutoyer facilement, mais bon, désolé, on se connaît pas. Donc ce que je voulais dire, c'est que faut pas rentrer dans le schéma. C'est justement ce schéma-là qui fait que on a eu tant de mal, nous, pendant, je vous ai dit qu'on existe depuis 2008, tant de mal à ce que ça prenne autant. La mayonnaise, elle a pris, il a fallu 6 ans pour batailler, pour dire on va travailler ensemble, on concurrence pas, on va créer de l'activité, on va créer du travail sur le territoire. Nous, je vous ai dit, on est à 8, les autres associations locales, parce qu'on a des postes de coopération, hein, j'ai oublié de le dire, mais on a des postes de coopération, par exemple sur la mobilité, et ben on a créé un poste un salarié qui gère la coopération des actions de mobilité sur le territoire qui n'existait pas. Et ça a été créé grâce à la mutualisation des associations. J'ai dit également que on a un autre projet, par exemple, au niveau aussi des chantiers d'insertion, il y a un poste de coopération de chantier d'insertion qui s'est fait. Sur la fabrique de territoire, nous, on n'a pas voulu, mais ça c'était un choix, on a voulu monter en consortium, et on a voulu qu'on ait un chargé de développement pour mettre en œuvre justement le schéma pour pouvoir développer notre attractivité, faire le lien avec les champs consulaires, travailler avec les artisans, essayer de construire un schéma vraiment pérenne. Donc là, on a financé un poste de chargé de développement sur la fabrique de territoire pendant 3 ans. C'est-à-dire que les fonds qu'on a eu dans le cadre de la fabrique de territoire, qui sont des fonds publics, servent à ça. Et on espère que grâce à ça, on va pouvoir structurer nos lieux pour pouvoir également mettre en place un business plan et équilibrer les comptes. Et dernière chose importante, quand on parlait des passes numériques, c'est un cas concret, donc je vais vous envoyer un lien. Nous, en Charente, en fait, il y a un groupement qui s'appelle l'Assemblée des développeurs et des solidarités, l'ADS. Donc vous verrez, franchement, si vous venez à notre NEC, vous verrez, on va vraiment vous présenter ce dispositif-là qui est vraiment intéressant. En fait, ce groupe ADS qui émane de la DIES, donc la direction d'insertion de Charente, est structuré en 3 parties: la mobilité, le numérique et l'emploi. Et donc moi, je fais partie de la commission numérique, mais quand je dis moi, il y a des associations, il y a des élus, voilà, c'est un groupe ouvert, l'ADS. Et pendant un an, on a travaillé justement sur quel dispositif on pourrait mettre en œuvre sur le territoire pour développer en fait tout ce qui est l'accompagnement de la population fragilisée par le numérique, donc les bénéficiaires du RSA. Pourquoi eux? Parce que c'est la DIES, c'est leur champ d'activité. Et à partir de là, on s'est dit, on va réfléchir aux différentes actions qu'on peut mettre, et on a décidé de mettre en place une formation pour les aidants, pour les personnes qui accueillent ça va être par exemple un agent de mairie ou un travailleur social qui est le premier accueil. Donc comment, dans l'ère du numérique, faire ce premier accueil. Et donc là, il y a une formation qui a été mise en œuvre par, vous voyez, pourtant c'est l'Espace Numérique Accompagne, mais c'est pas nous qui l'avons mis, c'est un autre organisme, parce que c'est un organisme qui a travaillé sur la posture, et nous on n'y connaît rien en posture. Et l'intérêt, c'est qu'on s'est associé à cet organisme pour nous travailler sur la partie numérique. Donc, vous voyez, une formation globale. Et puis après, on a répondu, le département a décidé de répondre à l'appel à projet des passes numériques, et pour vraiment, l'idée c'était de se dire, on y répond, le département a dit ça, mais en plus on va s'appuyer sur les compétences. En l'occurrence, là c'est de l'espace numérique parce qu'on est le seul sur le territoire espace public numérique, sur ces compétences pour essayer à ce qu'il y ait un maximum de lieux en fait et de personnes qui puissent accueillir les bénéficiaires de ces passes numériques pour pouvoir les accompagner et les former. Et donc, je vous ai envoyé la cartographie là. On a un salarié de l'espace numérique qui a en fait qui est payé par le département et la CAF. Donc il est rattaché à l'espace numérique, mais en fait il travaille pas pour nous, il travaille pour le département, qui a mis en place structurer l'offre sur les territoires, qui a fait en sorte qu'il y ait plus de 24 structures en Charente qui puissent accueillir des bénéficiaires du RSA, parce que c'est encore une fois la cible du département pour être formés, et qui également donc propose des webinaires, propose des schémas d'accompagnement. Donc voilà, ça a permis, l'idée c'est que quand on est dans une dynamique tiers-lieu, on est encore une fois, ce que disait Sabrina, c'est important, une dynamique de partage. Donc moi, dans les salariés que je vous disais, on en a 8, et on en a un autre qui travaille là sur, vous savez, au téléphone, la solidarité numérique. Mais là, elle est sur les 3 mois en solidarité numérique. Quelqu'un qu'on connaissait, qui travaillait un petit peu pour nous, en demandeur d'emploi, on s'est dit, on va essayer de voir un petit peu. Donc voilà, donc
globalement, ce que j'essaie de montrer, c'est que dedans, on a des actions locales, des actions globales, que ces actions globales permettent de récupérer aussi un peu de financement pour du local, et qu'ensuite, eh bien, on arrive à équilibrer nos comptes plus ou moins bien. Mais personnellement, autant je vivais mal les fins d'année il y a encore 3-4 ans, autant là, bah, j'ai des perspectives. Les financements qu'on a, je trouve, enfin Sabrina, tu pourras peut-être me dire, mais en tout cas dans le cadre de la fabrique et d'autres, on a des financements qui sont plutôt pluriannuels. Vous voyez, par exemple, la conférence des financeurs, bah, ça y est, c'est un engagement sur 3 ans. Donc, on arrive à avoir des financements, alors qu'avant, c'était des engagements sur un an. Après, la part de financement public-privé, ben, je ne peux pas vous dire. Il y a des années où je vais avoir du 60% public ou 70% public, 20% privé, 10% fonds propres. Il y a d'autres moments où je vais avoir du 20-25% fonds propres, beaucoup de privé, etc. Sachant que je répète, moi, le privé, il ne se voit pas trop parce qu'il apparaît surtout dans l'investissement. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais on arrive moi j'arrive à boucler les budgets. C'est pas facile, hein, mais bon, c'est comme un chef d'entreprise ou voilà, il n'y a pas de. Sabrina? Oui, alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que nous, c'est particulier, hein, donc comme voilà, c'est un centre social. En termes voilà, de financement, tout ça, je vous ai répondu sur voilà, le fait de, nous, on a plusieurs financeurs publics, mais de ne pas hésiter voilà, à vous faire de la veille et aller chercher, parce que je voulais partager une petite histoire avec vous, justement, c'est que à un moment donné, moi, justement, dans cette aventure-là avec le centre social AGESC à Salon, à un moment donné, on m'a dit: «Mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, ne candidate pas pour ça, jamais vous l'aurez, mais c'est pas pour vous», tout ça. Et puis des fois, il y a une petite voix qui te dit: «Ben non, je le fais quand même», et puis ça marche. Ça marche à la surprise de tout le monde. Donc ce que je veux dire, c'est ne vous mettez pas de limites, ne vous mettez pas de barrières en vous disant: «Non, mais je peux pas interpeller», parce que des fois, vous avez des surprises, même vous en resterez étonné. C'est-à-dire, n'hésitez pas, voilà, c'est aussi cette façon-là, je pense, dans l'attitude de casser certains codes et de savoir des fois aller interpeller des gens que avant vous n'auriez pas osé interpeller. Et peut-être qu'eux-mêmes n'avaient même pas pensé qu'ils pouvaient vous financer, ou que cet axe-là sur lequel vous travaillez, que vous voulez développer, peut être intéressant pour eux. Parce que l'histoire, c'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur les territoires, que ce soit des élus, des institutions, des associations, qui ne comprennent pas bien. Et si vous avez cette capacité justement à aller vers, à faire comprendre que votre projet, vous voulez vous y investir, mais que vous avez besoin des autres, et que aussi peut-être, voilà, vous allez leur faire comprendre qu'est-ce que eux, ils vont y gagner. Au fait qu'il y ait un tiers-lieu numérique qui se déploie sur leur territoire, eh ben, ça peut voilà, faire naître de nouveaux financeurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et surtout, voilà, n'ayez pas froid aux yeux quand vous avez un projet et que des fois on vous dit: «Mais non, vous n'êtes pas assez formé sur le numérique». Moi, par exemple, je n'ai aucune formation. J'ai juste le bac, et j'ai tout appris sur le tas depuis que je travaille dans des associations qui œuvrent autour du numérique. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je suis réalisatrice, je suis aussi formatrice, j'ai plusieurs casquettes. Je suis médiatrice numérique, maintenant je sais monter des projets, je sais aller trouver des financeurs, et je n'ai fait aucune étude pour ça. J'ai tout appris sur le tas, donc ça prouve bien que voilà, n'ayez pas peur de vous engager, même si vous ne maîtrisez pas tout, parce qu'encore une fois, ce genre de projet ne se monte pas seul. Ne pensez pas que vous allez ficeler votre idée, tout bien faire comme ça, et vous dire non, ça ne fonctionnera pas. Donc, allez vers, oui, même des financeurs peut-être insoupçonnés, voilà, qui pourraient prendre part à votre projet alors que vous ne vous y attendiez pas. Après, nous, au niveau du centre social, juste pour terminer, on est en pleine réflexion sur comment développer de nouveaux modèles économiques par le biais de ces nouveaux outils, hein, donc du Fab Lab par exemple, avec aussi un certain public qui se retrouve un peu marginalisé par le manque d'accès à l'emploi. Je parle là par exemple des mamans, des jeunes mamans qui parfois cumulent barrière de la langue, voilà, la pratique d'une religion avec un signe qui des fois est un gros frein, surtout dans notre région ici dans les Bouches-du-Rhône. Et donc on se dit, ben,
il faut absolument qu'on crée des espaces, puisque voilà, on nous dit attention au repli sur soi-même, au communautarisme, mais en même temps, voilà, s'il n'y a pas de lieu où justement on peut raccrocher les wagons avec ces gens-là, échanger avec eux et faire en sorte qu'ils fassent partie de la société à leur niveau, que ce soit à l'échelle d'un quartier, ou nous, par exemple, voilà, on essaye de réfléchir avec ces mamans-là à comment créer une petite chaîne de production de couture, voilà, pour rendre service à des associations qui voudraient faire un petit tote bag, par exemple, pour leurs adhérents, à des municipalités qui voudraient voilà, faire des t-shirts, des choses comme ça. Donc, on essaye voilà, de mettre en action ces mamans, ces publics-là, qui ont envie de s'investir dans notre société, qui ont des savoir-faire, qui ont des compétences, mais pour lesquelles, malheureusement, aujourd'hui, le monde du travail a du mal à leur faire une place. Alors, pour des raisons X ou Y, c'est d'autres débats, ça. Mais un tiers-lieu, voilà, c'est aussi un lieu qui permet à ces publics-là d'avoir une place, d'être dans le partage et de créer des passerelles. Encore une fois, on en revient toujours à ce côté-là de partage, d'ouverture, d'inclusion et de créer des passerelles quoi, entre les différents mondes. Voilà. Donc en effet, par rapport à ce que tu rajoutais, pardon, et après il faudra qu'on conclue en parlant des réseaux, hein. Mais pour dire il faut oser, faut mettre en avant. Moi c'est ça par exemple quand parce que sur la partie rencontre des autres, je vous parlais tout à l'heure de Campus Connecté. Campus Connecté dans le cadre de la Fabrique de Territoire, on a été informé. Donc là quand on parle de réseau par France Tiers-Lieu. Donc à France Tiers-Lieu qui publie pas mal d'informations. Je vous conseille d'aller voir ou dedans si vous faites partie de leur liste de diffusion, ils vont pouvoir vous informer, vous donner des infos sur par exemple des dispositifs. Et dans ce cadre-là, moi je trouvais ça intéressant. Ce dispositif rapidement, c'est des étudiants qui peuvent, pour des raisons X ou Y, pas accéder à l'université. Ça peut être pour des raisons financières, pour des raisons enfin pour des raisons de santé ou pour des raisons de Parcoursup où ils ont échoué en Parcoursup. Et l'idée, c'est de se dire, quand même, à partir de là, est-ce que derrière, ces étudiants peuvent quand même accéder à des cours en ligne, même si c'est sur une année, mais accéder aux études supérieures. Et donc, en ayant eu l'info, je me suis dit vers qui je peux me tourner pour essayer de voir si ça peut intéresser l'aménagement du territoire. Et donc, je me suis tourné vers le département. Dans le cadre de l'ADS, il y a justement, on participe à des groupes de réflexion. Donc, j'ai appelé le groupe ADS, le technicien du département qui gère ça. J'ai vu ça ensuite avec les élus concernés. Et jeudi matin, on a une réunion en visio, jeudi de 13h à 14h, sur ce sujet-là, avec, alors je ne sais pas s'il y aura le président du département, mais il y aura au moins l'élu en charge de l'enseignement supérieur, l'élu en charge de l'insertion, parce que l'idée c'est de mettre en place ce dispositif si on dépose le projet dans les tiers-lieux, dans les espaces qu'on a mis en œuvre dans le cadre du pass numérique, parce que l'idée c'est qu'en effet structurer ces lieux pour faire une offre complémentaire pour que ces lieux deviennent aussi pérennes et qu'il y ait des actions qui gravitent autour. Vous voyez, donc on est en train de penser réseau. Et ce que disait Sabrina, c'est que j'ai osé téléphoner parce que je savais que c'était un projet qui pouvait intéresser, qui pour moi, je vois pas, au pire on me répond pas, mais au moins j'ai tenté. Mais c'est vrai parce qu'on connaît peut-être aussi ce dispositif. Mais c'était aussi parce que moi, j'en vois un intérêt pour mon tiers-lieu. C'est pas que pour des raisons, parce que j'en vois d'intérêt pour mon tiers-lieu, pour les habitants de mon territoire, qui, si j'ai des étudiants en Sud-Charente qui peuvent bénéficier de ça, déjà, ils auront dans mon tiers-lieu, 2, ça structurera le financement, parce qu'il y a une aide financière pendant 5 ans pour cette action-là, et 3, ça donnera de la vie à mon tiers-lieu et de la mixité. Donc voilà, c'est pensé quand même sur. J'aurais pas été voir sur un projet, par exemple, de développement qui n'aurait rien à voir avec ma mission, avec une envie quand même de mon territoire. Donc quand on parle justement dedans sur cette partie financière, là il y a des clés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire des veilles aussi sur des appels à projets. Il y a l'appel à projet pauvreté qui est sorti. Dedans, se dire en quoi mon tiers-lieu pourrait répondre à ça. Comment je peux l'œuvrer, comment je peux mettre en œuvre. Est-ce que ça correspond ou pas? Et en fait, sur le financement, c'est un va-et-vient entre les deux, entre les appels à projets sur lesquels vous faites une veille et un projet que vous auriez à développer mais dont vous n'avez pas les financements. Et c'est donc dans l'autre sens où vous irez chercher les fonds correspondants. C'est-à-dire qu'il y a des fois des appels à projets qui vous donnent des idées en vous disant oui, en fait, j'y avais pas pensé cet angle-là sur mon lieu, mais ça pourrait être intéressant de mettre en œuvre. Et après, c'est pas tout seul que vous décidez. Donc quand on parlait tout à l'heure de mécénat, fonds publics, etc., c'est pas tout seul qu'on va le faire, c'est en collectif.
Donc, par exemple, là, pour la mobilité, ben, je vous ai dit qu'on avait l'ADEME qui nous aide beaucoup et qui nous permet de financer nos postes de facilitateurs de tiers-lieux. Je vous dis, grâce à ça, moi, j'arrive à avoir mon poste de facilitateur qui est financé un tiers ou un quart de son temps de travail sur la mobilité. Par contre, j'ai le détaché réellement sur cette mission-là, mais pour moi, c'est pas gênant. Et pour revenir là-dessus, ben, il y a un besoin à un moment donné de fonds. Et ben, on est en train de réfléchir sur un fonds privé. Alors, c'est pas le fonds total. Tout à l'heure, on parlait total, c'est pas le fonds total. Mais voilà, mais bon. Et pour revenir sur les différents groupements, ben moi, enfin, Sabrina pourra le dire elle, de son côté, moi je travaille beaucoup avec la MENNUM, hein, la coopérative la MENNUM, où dedans, ben, je participe aux travaux, je trouve qu'il y a une réflexion qui est intéressante, et puis je trouve que c'est toujours bien de faire partie d'une coopérative métier, donc la MENNUM correspond aux médiateurs numériques, au monde du, pas qu'aux médiateurs, hein, tous ceux qui font partie du monde du numérique, aux acteurs du numérique, donc voilà. Il y a France Tiers-Lieu, qui est une forte ressource et que je trouve vraiment intéressant. Donc nous, de fait, comme on est fabrique de territoire, eh ben on a France Tiers-Lieu qui nous accompagne, mais on peut aussi être dans France Tiers-Lieu, dans l'association, sans être fabrique de territoire. Moi, j'avais déjà cotisé à France Tiers-Lieu avant d'être fabrique de territoire. En Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir la coopérative de tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine qui là nous a fait un travail énorme, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu cette réflexion qui date de longtemps, donc on travaille énormément avec eux. On a cette chance d'être épaulés. Et après, bien sûr, les hubs, hein. Donc nous, avec Ubique, on travaille bien aussi, hein, qui est récemment arrivé sur notre territoire, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hub n'existait, on n'avait pas de hub en Charente. Là, il est arrivé au mois de septembre, donc on commence à apprendre à travailler avec Clément. Et on travaille par exemple en ce moment, vous voyez, sur des projets divers et variés. Je parlais tout à l'heure, il y a les conseillers numériques, et ben il y a voir si ben, on va répondre à l'appel. Alors pas nous, hein, mais voir comment on pourrait se positionner en tant que structure. Ou en tant que consortium. Je vous disais qu'on est espace certificateur PIX, mais aussi espace certificateur du titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique. Donc se dire, eh ben, pareil, par rapport à ce titre-là, comment on peut le développer. Donc il y a aussi Ubique qui nous épaule. Donc voilà, on travaille en réseau et heureusement qu'ils sont là. Après, il faut apprendre à se connaître et c'est pas facile. Le territoire pour eux est grand, hein, pour le hub. Voilà, donc non, ça se passe très bien. Ben, c'est un peu les mêmes réseaux pour nous, Nicolas, hein, voilà, on a adhéré nous aussi à France Tiers-Lieu. C'était très bien pour nous, très structurant aussi de rencontrer d'autres acteurs. Après, voilà, on est aussi, on fait partie du hub du Sud. Donc, nous, on avait la chance quand même ici d'avoir un hub assez fort, entre guillemets, dans le sens où ça faisait longtemps qu'il y avait une communauté très dynamique et déjà structurée avec des acteurs qui se connaissaient déjà. Donc, ça aide. Après, sous l'impulsion de la métropole, le service de la cohésion sociale de la métropole Aix-Marseille-Provence qui a mis en place la fabrique numérique. Voilà, donc ces réunions-là où on prend des décisions importantes quand même au niveau de la métropole, auxquelles on est conviés, nous, acteurs de terrain. Donc ça aussi, c'est enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être voilà, des techniciens, des élus qui nous regardent. Je pense que c'est important aussi quand voilà, ces personnes-là qui ont des dynamiques sur des territoires ont des choses à proposer, de les impliquer dans la prise de décision, dans la structuration des projets, parce que cette vision-là du terrain, elle est essentielle et vous en avez besoin là-haut, dans vos bureaux, quand vous pensez les choses. Et nous, sur le terrain, on a besoin aussi de votre technicité, de vos réseaux. Voilà, juste pour, je voulais juste rajouter, justement, c'était intéressant ce que tu disais, Nicolas, par rapport à l'éducation nationale. C'est que nous aussi, on travaille autour de la continuité pédagogique et justement le fait d'avoir proposé ce projet-là de continuité pédagogique pour les enfants, soit qui sont malades pendant ce confinement ou voilà, qui sont mal outillés, on va dire, ça nous a permis de resserrer, on va dire, tout le réseau éducation. Voilà, prochainement, on va rencontrer la coordinatrice REP, voilà, du coin, donc du réseau d'éducation prioritaire, je dis pour ceux qui ne savent pas, et qui va nous permettre en fait d'être identifiés par les écoles à qui on veut proposer ce service-là de prêt de tablettes pour les enfants qui sont en grande difficulté. Voilà, et toujours pour revenir à ce numérique-là qui nous permet justement de réduire les inégalités. Et je voulais juste répondre à Karine, justement, qui demandait qui demandait, voilà, qu'elle fait donc des formations
elle aimerait qu'elle soit valorisée via les chéquiers haptiques, mais aucune des collectivités qui pourraient les financer, départements, communautés d'agglo, ne s'en saisit. Ce qui ne les empêche pas de nous envoyer leur public ayant besoin de médiation numérique. Une astuce miracle. Mais Karine, il faut absolument, absolument monter au créneau et expliquer justement aux élus de votre territoire, aux techniciens, commencez par les techniciens, expliquez-leur que voilà, que vous menez une action qui répond à un besoin du territoire, qu'il y a ce dispositif national maintenant qui est super, voilà, les chéquiers haptiques, et qu'il faut absolument qu'ils s'en saisissent. Voilà, soit ce biais-là, soit après au niveau qui vous épaule sur les finances départementales qui pourraient exister. Par exemple, je vous parlais de la conférence des financeurs, mais c'est plutôt pour des seniors. Pour des jeunes en insertion, vous avez peut-être aussi votre département qui peut vous apporter une aide pour les bénéficiaires du RSA. Nous, c'est le cas. Hein. Nous, on est aidés. On a une certaine somme qui nous est donnée par le département pour nos missions d'insertion. Après, je dis le territoire, nous a dit OK, mais pour l'animation jeunesse. Donc, c'est à partir de là qu'il faut. Par contre, et après les passes numériques, les chèques haptiques, c'est différent. Nous, on va dire que c'est pour inciter les gens à venir, mais ça va pas être une ressource forte de financement. Mais ça dépend des structures. Mais nous, on ne considère pas les passes numériques comme étant une source de financement. C'est plutôt un moyen pour faire venir les gens dans nos lieux alors qu'ils ne seraient pas venus. Là, ils ont leur chèque qui est gratuit. Ils ont l'impression que ce qui est normal, et c'est plutôt pensé comme ça. Ensuite, alors la MEDNUM de notre région, la MEDNUM c'est national. Hein, donc en fait, y a pas, c'est pas dans notre région. Le hub, par contre, c'est Ubique. Hein, mais je ne sais pas s'ils ont un site internet parce qu'ils viennent juste, donc c'est Ubique. La question, là, on va commencer à répondre aux questions si vous voulez. Hein, par rapport donc là, vous avez 3 noms hein, des coopératives. Arrivez-vous à faire financer de l'investissement? Parce que je vous disais tout à l'heure, l'investissement, quand j'ai parlé tout à l'heure, c'est important aussi, j'ai oublié de le dire, que pour le tiers-lieu, il y avait 80 000 euros. J'ai presque 30 000 euros qui m'ont été donnés par la Directe. Dans la Directe, par le Fonds d'innovation territoriale. Il y a un fonds qui existe hein, qui s'appelle le Fonds d'innovation, merci pour le lien du BIC, hein, le Fonds d'innovation territoriale, et qui nous permet d'avoir sur des projets locaux, dès lors qu'on est dans l'insertion professionnelle, d'avoir des fonds. Et là, on a eu la chance d'avoir le FIT qui nous a donné pas mal je vous dis, qui nous a permis de financer quand même plus du tiers de notre lieu, quoi. Des sommes importantes. Et le FIT qui a aussi participé à l'investissement pour la mobilité. Et comme la mobilité se fait aussi dans nos tiers-lieux, et ben c'est ce que disait Sabrina, ça a permis de mixer en fait les financements. Voilà, donc on fait un mix de l'ensemble. Et ce qui est intéressant quand vous déposez un projet donné, par exemple dans le cadre du FIT, c'est que ça permet de connaître le technicien et ensuite de faire des liens avec une structure que vous ne connaissiez pas avant. Moi, la Direct, je ne la connaissais pas avant. Et le fait de pouvoir travailler avec eux, vous voyez, ça a permis d'avoir des fonds, enfin pas d'avoir des fonds, de pouvoir réfléchir au titre professionnel de responsable d'espace de médiation numérique. Je ne savais pas moi comment on pouvait déposer une demande pour être centre certificateur. Et j'ai appris parce que je me suis renseigné sur la Direct, j'ai travaillé avec l'AFPA. Voilà, on se crée des réseaux. Mais ça prend du temps. C'est vrai qu'on dit souvent, oui, moi, je suis président bénévole, j'y passe du temps, mais c'est une envie. Mais j'ai maintenant Bertrand, qui est facilitateur et qui est aussi coordinateur de l'espace numérique, le directeur, qui a pris aussi cette philosophie-là plutôt sur le territoire. Donc c'est une répartition de tâches, c'est pas facile, mais ça vaut le coup, quoi. Merci Nicolas, j'espère que mon intervention a été intéressante pour vous, que vous avez pu voilà, avoir de la ressource, des réponses à vos questions. J'ai partagé avec vous voilà, les ressources de notre projet européen MySmart Quartier dans le chat. Et voilà, et au tout début, voilà le wiki de Movilab avec lequel je pense que c'est intéressant de commencer pour revenir au basique. Voilà, je voulais aussi remercier le réseau, le Hub du Sud et le réseau pour aussi avoir fait cet effort-là de me solliciter. Voilà, ça a permis d'accompagner Nicolas. J'espère que
je te suis venue en soutien, Nicolas, et que j'étais bien complétée. Bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Bon, de toute façon, avec Sabrina, j'espère qu'on aura l'occasion de faire matcher un petit peu nos projets, de voir un petit peu, ça nous a à se connaître et à avancer. J'espère qu'on a été assez clair. Hein. Moi, j'ai présenté le vécu, ce que je fais moi sur le terrain tout le temps. On a bien dit dès le départ que c'était pas obligatoirement quelque chose de dire décemable, de parfait. C'est vrai qu'on a peut-être oublié des personnes. Hein. Je suis désolé. Par exemple, j'ai eu Bic par rapport à leur site internet. Moi, je l'avais pas. C'est vrai que c'est pas facile de chatter en même temps disons que je trouve que le NEC a l'intérêt de pouvoir faire rencontrer ses actions. Je vous disais tout à l'heure, je trouve que c'est important de partager, d'écouter ces partages. Et là, c'est l'occasion du NEC. Hein. Et je vous dis justement, si vous voulez en connaître un peu plus sur notre territoire, rendez-vous en distanciel. Hélas, on peut pas vous accueillir en Sud-Charente le 28 et le 29 janvier, sachant que le 28 janvier, c'est sur le numérique plutôt. Et le 29 janvier, c'est plutôt dédié au tiers-lieu. Où là, c'est numérique en commun, décentralisé, quoi. Et surtout participer, bien sûr, à l'atelier, là, aux différents ateliers du NEC national, hein, qui est vraiment enrichissant, je pense. Donc j'espère qu'on a été assez clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire pour ceux qui ont des questions ou qui veulent poser une question plus complexe. Ou voilà, vous avez mon adresse mail, je serai ravie de vous répondre. Et pareil, moi c'est bien sûr, je serai à votre disposition avec le temps, la disponibilité qui est la nôtre. Hein, mais bon, on se rend disponible. On arrive toujours à trouver du temps. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Julien, Romain et toute l'équipe qui a organisé. Oui, merci beaucoup. Julien, tu veux peut-être faire le mot de la fin? On te laisse peut-être. Je voulais juste vous remercier. C'était super intéressant et enrichissant, très pragmatique. Et c'est chouette d'avoir ces discours-là, parce qu'en fait, ça atterrit pour chacun dans nos pratiques et ça pose les bonnes questions sur nos enjeux qu'on a avec les publics. Et pour le coup, vos expériences étaient ultra intéressantes. Je pense qu'on a eu un bon balayage des différentes problématiques qu'on rencontre tous. Ah, on t'entend plus. C'est dommage. Ouais, vas-y, c'est bon. Pardon. Il y a de l'autocensure, c'est ouf. Non, juste rappeler que du coup, il y a des compléments par rapport à toutes ces thématiques autour des lieux qu'on retrouve sur les parcours en ligne de NEC. Et là encore, il y a un atelier en ligne le 10 qui est fait avec France Tiers-Lieu. Du coup, c'est Rémi Cellier qui est responsable de développement pour France Tiers-Lieu, qui propose un atelier avec plusieurs intervenants. Pour le coup, Constance Garnier, Benoît Dehaas, Alexandre Bigot-Verdier, Maël Vimon et Catherine Guiret. Donc voilà, c'est sur inscription, c'est comme aujourd'hui. Il y a un formulaire d'inscription, je l'ai mis dans le chat. N'hésitez pas, c'est ouvert à tous. Et puis bonne route dans vos projets respectifs à tous. Oui. Et puis au plaisir de se croiser dans la vraie vie. Hein. Oui, au prochain NEC, on se verra. Mais oui. Le prochain NEC en réel, quoi. C'est ça. C'est clair. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et Nicolas, oui, je coupe l'enregistrement. Oui, je coupe. Ouais, je suis preneur que tu m'envoies du coup les fichiers. Alors les fichiers, tu les auras en fait sur le salon. Je pense que c'est ça. Quand j'ai coupé l'enregistrement, ils se mettent en fait à la racine. Tu sais du lien. D'après ce que j'ai compris, ça fait comme ça. C'est parfait. Donc là, je l'ai coupé.